Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Benoît. Bienvenue sur Partage la parole. Dans cette capsule, on continue notre étude sur le calendrier. J'aimerais ça vous parler du format biblique du calendrier. Parce qu'ensuite, on va regarder les preuves pour voir comment la Bible s'harmonise bien avec ce calendrier-là. Parce que pour mettre à l'épreuve toute chose, il faut tester. Et pour tester, il faut avoir des récits bibliques précis. Il faut avoir quelque chose pour le comparer. Donc, ce qu'on va regarder ensemble, c'est vraiment le format qui correspond le mieux aux Écritures. Un peu plus tard dans les capsules, j'aimerais ça pouvoir en faire une aussi sur le calendrier énochien. Puis pouvoir le comparer aussi avec des passages clés pour voir jusqu'à quel point il correspond. Donc, je vais commencer cette capsule-là par une demi-vérité. La première demi-vérité, c'est que l'année commence avec le premier mois et c'est janvier. C'est vrai que le premier mois qu'on connaît du calendrier grégorien, c'est janvier. Mais est-ce que c'est le premier mois biblique? Ensuite, l'autre demi-vérité, c'est tout simplement qu'un mois, c'est composé généralement de 30-31 jours. Je dis généralement, je fais exception de février, qui dans le calendrier fait 28 ou 29, dépendamment d'une année bissextile. Donc à tous les 4 ans, on va rajouter une journée pour recadrer un peu le calendrier avec le décalage par rapport au soleil, par rapport à la saison. Donc, ces deux demi-vérités-là, ça fait un mensonge parce que vous allez voir que le calendrier qu'on utilise dans la Bible, c'est pas le calendrier grégorien. On va faire plusieurs exemples des démonstrations de récits bibliques sur le calendrier grégorien et ça ne fonctionne pas. Et si on a un sabbat basé sur le calendrier grégorien qui revient à tous les 7 jours, on va voir qu'on a un problème. Mais c'est pas tant ça qui va être démontré dans les prochaines capsules que les jours de sabbat selon les Écritures, ils tombent où. C'est ça qu'on va regarder. Avant d'aller là, je voulais avec vous prendre le temps de vous montrer le format, on va dire général, du calendrier, pour qu'on puisse jeter les bases un peu sur ce quoi on va travailler. Donc, je vais y aller étape par étape parce qu'il y a quand même un peu de contenu à voir. Première des choses, quand on dit une semaine, on parle de quoi exactement? Bien sûr, nous, une semaine, on sait que c'est à 7 jours, puis dans le contexte biblique aussi. Mais dans d'autres calendriers qui ont existé au travers de l'histoire, il y a eu des semaines de 3 jours, il y a eu des semaines de 10 jours. Par exemple, si vous faites une recherche sur le calendrier République de la République, juste après la Révolution française, ils ont voulu se séparer de la religion, puis ils ont fait des semaines de 10 jours, 3 semaines de 10 jours pour un mois. Donc, de par sa nature même, le mot semaine, qu'est-ce qu'il veut dire? Si on regarde le Larousse, tout simplement ce qu'il nous dit, semaine, du nom féminin, du bas latin septimana, ou du latin classique septimanus, de septem, qui veut dire 7. De là aussi notre mois, septembre, veut dire 7. Et ici, dans les définitions, on nous dit tout simplement période de 7 jours consécutifs. Et là, on spécifie, selon le calendrier avec la norme internationale, lundi au dimanche inclus. Le fait est que le mot semaine vient de 7. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Juste qu'on regarde. Maintenant, une semaine, c'est une structure, c'est une sous-structure, en fait. Une semaine, c'est composé de plusieurs jours. 7 jours. Maintenant, une semaine, comment ça cadre dans un mois, par exemple? On ne peut pas savoir si on va pas voir c'est quoi la définition même d'un mois. On va le voir aussi dans l'Encyclopédie Britannica. Le mois, qui est une mesure de temps, ça dit le mois, une mesure de temps correspondant ou presque correspondant à la durée requise par la Lune, ici c'est une traduction Google Translate, pour tourner une fois autour de la Terre. Donc, OK. Donc, une lunaison ou cycle complet de phase de la Lune vue de la Terre. La durée moyenne, ici c'est écrit 29,53 jours solaires de longueur. À savoir, les heures, les minutes, les secondes. Il y a des nuances, il y a différents types de mois lunaires, comme qu'il y a différents types d'années solaires. Je ne vais pas me baser là-dessus, moi je vais simplement regarder un mois, c'est basé sur quoi? C'est basé sur un cycle lunaire, et on le définit ici comme étant 29,53 jours. Donc ça prend 29,53 jours solaires
pour avoir un mois lunaire. Alors à ce moment-là, si je fais tout bêtement un calcul, que j'ouvre ma calculatrice, ouais. Si je prends 29 points, bon, je peux prendre 53, mais en moyenne, on va prendre 29,5. Parce que vous allez voir que les mois ont 29 ou 30 jours. Donc, c'est 29,5. Mais on pourrait être un petit peu plus précis puis mettre le 29,53. Si on fait ça fois 12, ça donne 354 jours dans une année avec 12 lunaisons de 29 jours et demi. Bon, on peut laisser tomber les fractions quand même. Si on prend le cours d'une année solaire et qu'on sait que dans le calendrier grégorien, c'est 365,25 et qu'on enlève ça de notre année lunaire, ça nous donne à peu près 11 jours. 11 jours d'écart quand on veut être puriste, c'est très près, mais si on généralise à 29,5, qu'on enlève 365, ça fait 354 jours lunaires, 365 jours par année, ça fait 11 jours de décalage, si on arrondit. Ce qui veut dire que à chaque année, on va avoir tendance à décaler de 11 jours par rapport à la saison. Parce que la Lune n'est pas nécessairement ancrée aux saisons solaires. C'est la raison pourquoi on a modifié le calendrier grégorien pour qu'il puisse se raccorder aux saisons. Si vous vous rappelez, dans l'histoire des calendriers, on a fait un genre de... on a tassé, parce qu'il y avait un petit décalage avec le calendrier qui s'était installé avec le temps, donc on l'a corrigé comme ça. Donc le calendrier grégorien, lui, il a les principes des années bissextiles pour reprendre ce décalage-là et tout ça. La question de comment ça va se resynchroniser tout ça entre la Lune et le Soleil, ça va être l'objet d'une autre capsule en soi, ça va être le cycle métonique. On va regarder ça, c'est un cycle de 19 ans. Mais présentement, je voulais juste vous présenter la semaine, le mois, puis faire juste un petit calcul pour amener ça à votre pensée consciente. 354 jours par année lunaire, 365 et un quart d'année solaire. On peut le voir ici dans un article sur Wiki. Astronomie, l'année julienne, et 365,25 jours, qui est très proche en fait d'une année sidérale. 365,25, c'est un paquet de fractions. Donc c'était simplement pour vous amener dans un but d'information. Vous allez voir que si vous regardez cet article-là, vous voyez qu'il y a différents types d'années qui prennent des références différentes et qui varient tous d'une certaine manière. Donc, il faut se brancher, hein, puis il faut regarder par rapport à quoi notre société présentement puis notre calendrier se raccorde pour savoir qu'est-ce qui est le plus près de la vérité, puis qu'est-ce qui est le plus près aussi d'un cycle en relation avec les saisons. Donc, d'un moment précis où le Soleil revient exactement au même endroit, on a 365 jours à peu près. OK. Ensuite, je voulais tout simplement regarder avec vous dans l'histoire de calendrier. On a regardé le calendrier grégorien, qui avant ça avait une semaine de 7 jours avec le samedi comme premier jour de la semaine, qui avant ça était un calendrier julien avec 8 jours de semaine avec A, B, C, D, E, F, G, H. Puis avant ça, je vous avais parlé du calendrier romain. Sans rentrer dans les détails, je vais juste vous montrer ici une petite subtilité intéressante. Le calendrier romain était un calendrier lunaire. Okay? Et regardez ici, l'année commençait en mars et se déroulait sur 10 mois, 6 de 30 et 4 de 31, soit un total de 304 jours, et était terminé en décembre, suivi de ce qui semblait avoir été un écart hivernal sans nombre. On a comme laissé des mois flottants un peu pour l'hiver, c'était étrange. Mais la particularité ici, c'est que l'année commençait en mars. Et on se demande, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que l'année commençait en mars? On en a même encore des séquelles, des restes, je dirais des indices dans notre calendrier actuel. Je vais vous le montrer. Donc le calendrier romain, ici je vous montre ça. Bien, tout simplement, regardez ça, c'est comme une roue pour illustrer nos mois qu'on connaît du calendrier grégorien. Si l'année commence en mars et qu'on qualifie ce mois-là de mois numéro 1, comptez avec moi 1, 2, 3, 4, c'est bien ça, 5, 6, 7. Regardez la logique.
septembre, de septembre, 7, 8, octo, 8, novembre, 9, déca. Ah, on sait tous qu'une décade, c'est 10, déca, décembre. Intéressant. Vous voyez les 2 mois qui flottent dans le calendrier romain, qui ont été renommés en janvier-février. Si on fait une recherche plus approfondie de l'histoire des calendriers, on voit que ces 2 mois-là ont été rajoutés selon des noms là, qu'ils ont décidé de mettre. Mais c'est intéressant de voir que si on fait commencer le calendrier au mois de mars, c'est-à-dire au printemps, on se ramasse avec des mois qui tombent exactement sur les bons mois. Et c'est aussi en phase avec les saisons du calendrier biblique. Un mois dans le calendrier biblique, c'est ça. Il y a des mois de 29, il y a des mois de 30. C'est pour ça qu'en moyenne, on a 29,5 jours par mois. On commence toujours avec quelque chose d'observable, parce que sinon, si on ne commence pas par quelque chose d'observable, il faut pouvoir calculer d'avance un phénomène qu'on ne voit pas, c'est-à-dire une nouvelle lune. Si je n'ai pas un ordinateur, si je n'ai pas une tablette de calcul, ou si je n'ai pas une formule mathématique dans mon esprit, quelque chose que j'emmène avec moi pour pouvoir garder le compte du temps qui passe, puisque je suis dans la nature, j'ai aucune référence, j'ai aucun aide, j'ai aucun outil, comment je vais savoir? Eh bien, je vais le savoir par la lumière que la lune me donne. Et c'est là tout le principe. Donc, le jour de nouvelle lune, c'est le jour où le soir, on voit un fin croissant qui nous indique que le lendemain, c'est le premier jour de la semaine. Ensuite, tranquillement, notre cycle nous amène au premier quartier, qui est un signe que le lendemain, c'est sabbat, qui est le 8e jour du mois. Et ainsi de suite, pleine lune, au 2e sabbat. Ensuite, décroissant jusqu'au dernier quartier pour pointer le sabbat. Et ensuite, décroissant au dernier croissant pour nous pointer le sabbat, qui va tomber proche souvent de ce qu'on appelle la conjonction, la nouvelle lune dans le langage du calendrier grégorien. Il ne faut pas confondre les termes. Le terme conjonction, c'est vraiment quand le soleil et la lune sont alignés. Ils ne sont pas nécessairement en éclipse, mais dans l'axe de vue, sont alignés. Ils ne sont pas nécessairement un par-dessus l'autre comme une éclipse, mais ils sont alignés. Donc, on ne voit pas la lune parce que le soleil nous éclaire, puis on n'est pas capable de voir. Il n'y a pas de lumière sur la lune. Quand c'est un mois de 30 jours, ben, c'est la même chose. Sauf que ça peut arriver ici que il y a une petite différence qui s'installe à la 3e semaine, sur le dernier quartier, ou au dernier croissant, qui va se répertorier au dernier croissant. Donc, ce qui va faire que le mois va comme s'allonger d'une journée. On va avoir 2 jours de nouvelle lune. Un qui va appartenir au mois précédent, puis quand on va recommencer un mois, ça va être la nouvelle lune du mois qui commence. Donc, ça ici, c'est simplement pour vous montrer la structure d'un mois en fonction d'un cycle lunaire. D'accord? On ne peut pas dire que le mois a vraiment une demi-journée. On fait quoi de cette demi-journée-là? Ah, on dit 29,5 jours. C'est une moyenne. Soit que les mois ont 29, soit que les mois ont 30. D'ailleurs, si on va voir dans le calendrier juif actuel, ils ont des mois justement qui oscillent entre 29 et 30. Mais eux sont fixés. Ils sont fixés, ce qui fait qu'ils ne sont plus vraiment 100% en observation de la Lune. Ce qu'on appelle le Rosh Chodesh, hein, la nouvelle Lune, va être fixé d'avance. Donc les mois vont toujours avoir la même structure, ce qui rappelle beaucoup le calendrier grégorien en fait. Okay? Petit indice ici. Donc, si je prends ce calendrier lunaire-là, puis que je le superpose au calendrier grégorien, c'est ce que ça donne ici. Je l'ai montré un petit peu dans une autre vidéo, mais on voit qu'il y a un glissement qui se crée d'un mois à l'autre. Bon, par exemple, ici, le début du croissant arrive un lundi, puis on passe un mois complet, le début de croissant arrive un mercredi. On a glissé de 2 jours, dépendamment si notre mois a 30 jours ou 29. On va glisser d'un jour ou de 2 par rapport au calendrier grégorien. Donc, c'est ce qui fait que ceux qui suivent un sabbat qui est lunaire vont décaler leur sabbat par rapport au calendrier grégorien. Parce qu'il suit le cycle de la Lune. Et le calendrier grégorien, c'est la preuve que lui, il n'est pas lunaire. Il ne tient aucunement en compte. Oui, ils vont être écrits sur le calendrier. Ah, premier quartier, pleine lune, nouvelle lune. Ça va être écrit ça sur le calendrier grégorien, mais
pour déterminer la structure d'un mois, ils ne tiennent pas compte de la Lune, alors que la définition même du mois nous dit que c'est lunaire. Déjà ici, on a un problème. Ça veut dire qu'à quelque part, il y a une modification de calendrier. Puis si vous regardez toutes les autres capsules en rapport avec l'histoire des calendriers, c'est assez évident. Maintenant, vous pouvez regarder là autant que vous voulez. C'était juste pour vous donner un aperçu, pour bien comprendre que si on juxtapose un mois comme ça, de lunaison sur le calendrier grégorien, on se retrouve à glisser. On se retrouve comme à décaler les jours en fonction du cycle. On voit que les phases arrivent décalées d'un mois à l'autre. On décale, on décale, on décale, on revient au début ici de la semaine. Donc, c'est une particularité qui est très importante à comprendre. Parce qu'on vit dans un monde qui utilise le calendrier grégorien. Alors, quand on commence à essayer de vouloir comprendre le calendrier biblique, on doit comprendre cette nuance-là. Comprendre pourquoi ça arrive comme ça. Pourquoi? Donc, c'est la raison pourquoi. Parce que dans le calendrier grégorien, c'est complètement divorcé. Le soleil et la lune sont divorcés, ils sont séparés. Il n'y a plus de lien qui les unissent. Alors que le calendrier lunaire, lui, il est lunisolaire. La lune et le soleil ensemble. Bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Bien, la structure d'un mois, si je la mets comme un petit peu plus claire, mettons, ça ressemble à ça. Notre premier jour, le jour de la nouvelle lune, quand vous avez vu ce qui est le nouveau croissant, et là, ici, j'ai mis des chiffres juste pour alléger un peu l'image. On voit le jour 1 de la semaine, qui est en fait le deuxième jour du mois. Et ça, c'est la nuance à bien comprendre. Et là, on a 6 jours de travail, comme le dit le commandement. 6 jours ouvrables, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour et le sabbat de Dieu, tu ne feras aucun ouvrage. Donc, on repart un cycle de 6 jours, sabbat, un cycle de 6 jours, sabbat, un cycle de 6 jours, sabbat. Et ensuite, après le dernier sabbat du mois, c'est toujours une nouvelle lune. Soit que c'est un 30e jour, si la lune retarde un peu. À ce moment-là, on ne verra pas de croissant à la fin de cette journée-là. On va la voir dans l'autre mois qui va suivre, puis ça va confirmer que ça, c'est le début du mois. Sinon, on va arriver ici le 29, puis le jour qui va suivre, on va voir la lune, donc on sait qu'on vient de commencer un nouveau mois. Donc c'est soit qu'il y a 30, soit qu'il y a 1, toujours, à la fin, après le dernier sabbat. Et c'est ce format-là de calendrier qu'on va utiliser pour tester les Écritures. Parce que c'est le calendrier, comme je vous ai montré, qui est basé sur les cycles de la Lune. Selon tous les autres textes que je vous ai montrés, les textes de Philo, encyclopédie juive, toutes ces choses-là, et aussi de par la logique de la nature elle-même, c'est le calendrier qui nous est donné de par la nature. Ça vient du Créateur. C'est lui qui a mis le soleil et la lune dans le ciel. On l'a vu dans les temps prescrits. Donc, c'est sur ce modèle-là qu'on va essayer de comparer tout le reste des capsules en rapport avec éprouver, tester, mettre à l'épreuve ce calendrier-là. Quand on regarde un mois dans l'année, je m'excuse, le texte est en anglais. C'est une image que j'ai récupérée d'un site. C'est juste que je trouvais qu'il était bien fait. En fait, ça vient de World Chance, je crois. Mais c'est repris par différents sites. Là. Donc l'image c'est un petit peu perdue au travers des différents sites. Néanmoins, le format est bon. Donc, nouvelle lune, notre semaine, notre sabbat, et ici on marque les jours de fête. Comme par exemple le 14 qui est la Pâque, le 15, le début des pains sans levain, qui est aussi le haut jour qui est mentionné dans le Nouveau Testament. Le 16 qui est les prémices, ou le jour de la résurrection. La fête des pains sans levain qui continue, le dernier grand jour, convocation solennelle de la fête des pains sans levain. Ensuite, on continue avec le sabbat. Ensuite, deuxième mois, troisième mois. Là, je vais en surprendre plusieurs, parce qu'ici, la Pentecôte est la fin du 4e mois. Et ça va être le sujet d'une autre capsule. Et là, braquez-vous pas tout de suite. Vous allez bien comprendre quand je vais vous le montrer. Il y a encore des choses qu'on s'est faites... en tout cas, des choses qui se sont perdues ou qu'on s'est fait pousser, encore dans des mensonges qu'on s'est fait pousser. Et quand on inspecte avec attention les Écritures, autant dans le récit que dans les mots, on voit que la Pentecôte est à la fin du 4e mois. On va en discuter. Donc 5e mois, 6e mois. 7e mois, il y a les fêtes de l'automne. Le premier jour qui est la fête des trompettes. Le 10e qui est la fête des expiations. 19e jour au soir jusqu'au 10e jour au soir. Le 15e qui est le début de la fête des tabernacles pour 7 jours.
Et ça dit dans le texte, le premier jour, tu auras une sainte convocation, et le 8e jour, tu auras une sainte convocation. Alors, c'est le format qu'on a. Et là, ici, il y a 12 mois qui sont montrés. Il arrive, à cause justement du décalage de 11 jours que je vous ai parlé un peu plus tôt, qu'il va y avoir un 13e mois qui va venir s'intercaler pour revenir mettre en phase l'année solaire et l'année lunaire. Et c'est ce qu'on va voir aussi dans le cycle métonique, l'effet de ce cycle-là qui est absolument remarquable. Sur un cycle de 19 ans, le calendrier solaire qu'on a, grégorien, qui est quand même assez juste, et le lunisolaire, sur un cycle de 19 ans, reviennent à la même journée, presque à la même heure. C'est assez extraordinaire. Donc, on va regarder ça dans une autre capsule, puis on va le prouver aussi par les textes bibliques qu'il y a bien un 13e mois de décrit dans la Bible. Donc, par rapport à ça, je crois que ça faisait le tour. Fait que je vais pouvoir fermer ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre ici? Ah ben oui, j'avais un des écrits de Flavius Joseph pour bien vous montrer que le premier mois de l'année biblique, c'est bien au printemps que c'était la Pâque. On a un texte ici qui vient de Les Antiquités des Juifs de Flavius Joseph, et ça dit: au mois d'Exanticus, que nous appelons Nisan, et ça dans la Bible on le retrouve, ce mois-là, en fait c'est Abib, il s'appelle Nisan après, dans les textes après l'exil à Babylone. Donc il dit ici qui est le début de notre année. Le 14e jour du mois lunaire, quand le soleil est en bélier. Et là, c'est ça qui est intéressant. C'est que si on dit, ouais, mais le compte d'un mois, on peut le trouver n'importe où, on peut commencer justement en janvier, puis dire, ben, ça c'est le premier mois. Mais ici, il spécifie quelque chose d'important, puis on en a parlé dans les temps prescrits, c'est les étoiles. Les étoiles font aussi partie d'un système de repérage. Et fait intéressant ici, il dit quand le soleil est en bélier. Et si on remonte dans les principes d'astronomie, à l'époque, il y a 2000 ans, où ça a été écrit ça, on voit que le soleil, au printemps, passe dans le signe du zodiaque du bélier. Donc, c'est la nouvelle lune qui est, quand le soleil est en bélier, c'est le début de l'année, c'est le printemps. Maintenant, ce zodiaque-là a dérivé un peu avec les années, puis maintenant on est parfois en bélier, parfois en poisson. Donc il y a une petite dérivée, mais on reste quand même beaucoup même dans la même plage. Vous pouvez vérifier cette information-là que je vous présente, on va en reparler plus en détail dans une autre capsule, dans laquelle on va aborder vraiment le début de l'année, puis comment le reconnaître, comment le mesurer, comment... parce que c'est facile de dire, ah oui, le soleil en bélier, en poisson, oui, mais on peut-tu le voir ça? Non. Donc on va observer plus des phénomènes comme l'équinoxe et tout ça. OK. Donc ici, il dit tout simplement, regardez, la loi ordonna que nous tuions chaque année ce sacrifice, il s'appelait la Pâque. Donc ici, il parle des pains sans levain, il parle de la gerbe agitée, justement, des prémices qui sont offertes le 16e jour du mois, et tout ça. Donc on voit que, effectivement, le premier jour, le premier mois de l'année est au printemps. Et comme je vous l'ai expliqué dans les autres images, on peut le voir. Puis on en a aussi un exemple dans la Bible. Quand on arrive ça en Exode 12, qui est le récit de la Pâque, il dit ici, ce mois sera pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alors parlez à toute l'Assemblée d'Israël et dites qu'au 10e jour de ce mois, ils prennent chacun un agneau ou un chevreau par maison de leur père, un agneau ou un chevreau par maison. Et là on voit le 14e jour de ce mois, toute la communauté, les rentrent les 2 soirs. Et là, il y a tout le reste des prescriptions pour la Pâque. Quand on va retrouver un peu les mêmes types de textes en Lévitique 23 et tout ça. On a un autre passage en Exode 40 dans lequel le premier tabernacle qui a été monté dans le désert a été monté le premier jour du premier mois. Donc le premier jour du premier mois, c'était un jour de nouvelle lune. Et à chaque fois qu'on va référencer ça, le premier jour du premier mois, il faut toujours voir ça, ah oui, c'est une nouvelle lune. Maintenant, si on regarde le calendrier juif d'aujourd'hui, la nouvelle lune peut tomber n'importe où dans un jour ouvrable. Elle pourrait même éventuellement tomber un samedi, qui pourrait être un sabbat nouvelle lune. Okay? Mais dans la Bible, on ne trouve jamais ce genre de choses-là. Ça n'arrive jamais. Le premier jour du premier mois, qui est la nouvelle lune, c'est toujours un jour à part. Toujours.
Donc, ça coïncide avec le format de calendrier que je vous ai montré un peu plus tôt. Et on voit qu'il y a une relation entre ces jours-là et qu'il y a des types de jours différents. Parce qu'en nombre 10-10, on voit aussi dans vos jours de joie, dans vos solennités, au commencement de vos mois, hein, le premier du mois, vous sonnerez des trompettes. Et donc c'est ça, c'est vraiment c'est une façon de dire, là, on va proclamer le début du mois. Donc, c'est le premier jour du mois, commencement de vos mois. D'accord? En Ézéchiel 46.1, on va le voir aussi dans une capsule subséquente qui prouve les sabbats et tout ça. On voit ici qu'on fait un lien très clair qui dit que la porte du temple sera fermée les 6 jours ouvrables, les 6 jours travaillés, mais que le temple va être ouvert le jour du sabbat et aussi le jour de la nouvelle lune. Donc, c'est des petits textes comme ça, il y en a beaucoup d'autres. Mais quand on parle au jour de la nouvelle lune, ici, comme par exemple, là, au verset 6, c'est le premier jour du mois. Toujours. Maintenant, il va y avoir des débats un peu qui vont se faire sur comment déterminer le premier mois. C'est-tu la conjonction? Est-ce que c'est le croissant? Il y en a même qui vont jusqu'à dire que le premier jour du mois, c'est la pleine lune. Des choses qu'on peut peut-être regarder dans une capsule d'objection, mais que si on regarde comme il faut les textes historiques, puis que on voit les récits bibliques, le début du mois avec la pleine lune, par exemple, c'est complètement incohérent, mais si j'ai une demande pour ça, on pourrait regarder ça éventuellement. Ça me ferait plaisir aussi de partager ça avec vous. J'ai essayé de regarder toutes les exceptions et les choses qui pouvaient venir affecter ma relation avec Dieu et par rapport au sabbat, aux fêtes et tout. Donc, je voulais vous montrer un petit peu, parce que j'ai observé la Lune, j'ai pris en photo, puis je voulais vous partager l'évolution de la Lune sur un mois. Parce qu'on observe la Lune à différents moments dans le mois. Comme par exemple, dans la première semaine, on va observer la Lune après le coucher du Soleil. On va être capable de la voir à l'œil nu quand on est autour de 2% de Lune. Ça donne un petit fin croissant ici. Vous allez dire, oui, mais là, ça c'est un zoom avec une caméra. Oui, mais pour plusieurs fois, il va falloir que vous me croyiez sur parole. Je suis capable de voir la Lune à l'œil nu. C'est sûr que ça dépend des conditions météo, hein, des nuages et ces choses-là. Mais on est capable de voir la Lune. Sachant qu'il n'y a jamais plus que 2 jours de nouvelle Lune dans un mois, ben, après ça, dans la semaine qui suit, je suis toujours capable de voir le croissant pour savoir où je me situe par rapport au sabbat. Donc, j'ai pas besoin d'un calendrier pour me dire c'est quand le sabbat, j'ai juste à regarder la Lune, puis à voir le cycle des phases de la Lune qui m'indique le sabbat. Donc, ça commence comme ça, juste après le coucher du Soleil. Parce qu'il faut comprendre que le Soleil et la Lune viennent juste de sortir de leur axe, puis là, ils commencent à se décaler comme ça. Donc, on commence à voir une petite partie de la Lune, puis c'est un fin croissant comme ça qu'on voit. Fait que tranquillement, durant la semaine, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir la Lune qui grandit tranquillement jusqu'à temps qu'on arrive à un premier quartier. À 50% de Lune, c'est la fin de la première semaine du mois. Et c'est bien sûr visible à l'œil nu. Quand est-ce qu'on la voit? On la voit l'après-midi puis le soir. Parce que plus que la Lune va croître après le premier croissant, plus qu'elle va se séparer en distance, hein, bien sûr, dans le ciel, du Soleil. Ainsi, le premier quartier, on va voir la Lune au sud quand le Soleil se couche. Ou ici, on va voir la Lune, le lever de Lune, quand le Soleil est au sud. Il y a un angle de 90 degrés entre la Lune et le Soleil. C'est ce qui fait notre premier quartier ici. Donc, on a une Lune et un Soleil qui vont varier comme ça dans le ciel. OK? Donc, on va la voir en après-midi et le soir. Elle va se lever, la Lune, vers midi. Ah oui, parce que je viens de vous dire qu'il y a un angle de 90 degrés entre le Soleil et la Lune. Donc, si le Soleil est au sud, la Lune se lève. Et quand le Soleil se couche, la Lune est au sud. Et on va voir un beau quartier. Donc, je continue. Ensuite, on arrive dans la deuxième semaine, où on va voir la progression de la Lune qui continue à s'en aller vers une pleine Lune. De plus en plus, on va l'observer dans la nuit, jusqu'à une Lune pleine. À 100% de Lune, c'est vers la fin de la deuxième semaine du mois. Comme on peut le voir sur le calendrier ici. Et évidemment, c'est visible à l'œil nu. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir l'observer dès que le Soleil se couche, la Lune va se lever.
Et quand le soleil va se lever, la lune va se coucher. C'est un écart de 180 degrés. Alors, tantôt, j'étais en 90, là, maintenant, je suis en 180. C'est-à-dire que la lune et le soleil sont en opposition, comme ça. Le soleil se couche, la lune se lève. Là, quand ils font leur cycle, la lune se couche, le soleil se lève. C'est ça qui fait qu'on a une belle pleine lune. Donc, c'est important d'avoir ce cycle-là en tête, puis de l'expérimenter, puis de l'observer dans la nature, pour bien comprendre qu'en réalité, je suis dans la nature, là, je vais toujours être capable de savoir je suis où dans mon mois. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Alors, on continue. 3e semaine, la lune va décroître. Donc, l'écart entre la lune et le soleil va se rétrécir, et on s'en retourne tranquillement vers la conjonction. Donc, on diminue tranquillement, et on arrive au dernier quartier. Quand on est au dernier quartier, on a environ 50%, ça va varier 48-52, parce qu'à l'œil nu, 2%, c'est dur à évaluer. Cette lune-là, on va la voir plus la nuit, et aussi en matinée. Plus on s'en va vers la fin du mois, plus la lune se rapproche du soleil levant. Donc à ce moment-là, on a aussi un 90 degrés, mais cette fois-là, c'est la lune qui est au sud quand le soleil se lève. Et là, quand le soleil est au sud, ici, notre lune se couche. C'est ce qui fait qu'on a un quartier de lune. Donc ça vous donne le moment aussi où on peut l'observer, c'est-à-dire durant la dernière partie de la nuit, une partie de la matinée, jusqu'à temps que le soleil soit assez haut. Vers midi, que là, la lune va se coucher. On ne le verra plus. On continue. La lune continue de croître. On s'en va vers un dernier croissant. Et là, on va avoir de la misère à la voir parce qu'elle va se rapprocher du soleil. Et un dernier croissant comme ça, on va voir cette lune-là juste avant le lever du soleil. Et le tout dernier croissant qu'on va voir va ressembler à ça, dans le ciel du matin, juste avant que le soleil se lève. Et quand le soleil se lève, la lumière du soleil devient tellement forte qu'on perd le croissant de vue. La lumière du soleil va noyer la lumière de la lune. Donc, ça, c'est comme pas encore tout à fait la fin. C'est encore une journée ou deux avant le dernier croissant. Et là, tranquillement, là, cette lune-là va se rapprocher du soleil qui se lève dans ce coin-là ici. Et là, on va avoir un croissant comme ça, qui va s'observer dans le ciel. Alors, un 2% de lune comme ça, qui est visible à la dernière semaine du mois. On va l'observer tôt le matin, juste avant le lever du soleil. Du côté où le soleil se lève, toujours. Donc ça va être notre dernier croissant. Et le lendemain, au sabbat, dépendamment si on a un mois de 30 jours, on peut peut-être voir encore un croissant ou pas, mais bien souvent par expérience, on ne voit pas. On ne voit pas le croissant ici. En tout cas, peut-être moi, à ma latitude, je ne sais pas dans d'autres pays, là, même si j'ai des communications avec d'autres frères ailleurs dans le monde, en Afrique, en Europe, un peu partout. C'est très rare qu'on voit un croissant comme ça, le matin du sabbat. C'est le dernier croissant, on le voit qui pointe la journée du sabbat, puis le matin du sabbat, c'est très rare qu'on voit un croissant. Mais on peut avoir 2 jours avant d'avoir de nouveau la lune, avant d'avoir une nouvelle, qu'elle est éclairée, qu'elle devienne nouvelle. C'est un peu ça le principe. Donc, ça fait le tour du mois. Si je vous fais un petit retour, juste pour le plaisir, je vais vous passer les diapositives un peu plus rapidement pour que vous puissiez voir vraiment l'évolution de la Lune. Regardez pas le calendrier en bas, regardez la Lune. Ok, je commence, début du mois. C'est-tu pas formidable? On a une horloge qui a été mise dans le ciel qui nous indique un mois. Donc, j'ai pas besoin d'un calendrier grégorien pour me dire on est quel jour dans le mois. La Lune me le dit. Et ensuite, c'est une question d'expérience de savoir reconnaître cette Lune-là, par exemple, c'est quel jour dans le mois. Par expérience, on va commencer à savoir. Déjà en partant, je sais que c'est la dernière semaine. On est passé le dernier quartier, pardon, et on s'en va vers le dernier croissant. Maintenant, on est quel jour? À vue de nez comme ça, on doit être autour du 25-26 du mois. Si je me fais apparaître un calendrier, on doit être dans ce coin-là, ici. Là. OK? Donc, à force d'observer, à force de vivre, à force de regarder notre montre que Dieu nous a donnée en partage à tous les peuples, on va apprendre
à connaître le calendrier. Donc, c'était ça pour le mois lunaire. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous regarder, à vous faire regarder? Je crois que ça fait pas mal le tour de ce que je vais vous montrer pour le format général. Ouais. Écoutez, j'espère que ce partage-là vous a été édifiant, que ça vous a allumé sur plusieurs choses. Maintenant, on va mettre ce calendrier-là à l'épreuve par les Écritures. Et ça, c'est un travail que j'adore faire, mais qui demande aussi beaucoup de travail. Donc, je vais séparer la prochaine capsule en différentes étapes. Et je vais numéroter un peu comme, mettons, je vais appeler ça preuve numéro 1, preuve numéro 2, preuve numéro 3, avec les textes, preuve, et une image pour montrer comment la structure du texte s'agence avec le calendrier. Et vous allez voir que c'est assez surprenant. Il y a des choses qu'on n'avait pas idée en lisant le texte. Et quand on voit ça en fonction de ce calendrier-là, on fait comme « mais wow, pourquoi que je ne l'avais pas vu ?» Alors j'espère que ce « wow-là » va venir aussi dans les prochaines capsules. En attendant, merci de m'avoir écouté, merci de votre patience, de votre ouverture. Que Dieu vous bénisse, et puis on se revoit dans une prochaine capsule. Au revoir.